Bonjour Pancras. Bonjour Frédéric. Comment tu vas? Bien et toi? Alors c'est toujours important de se retrouver pour faire un peu le point sur les recherches que nous menons ensemble. Et c'est bien, nous remercions déjà EcoCart qui nous a fait dans ce cadre. L'idée en fait de ce premier ouvrage que nous avons publié, c'est en fait de mettre en avant le droit de l'Union africaine, le droit africain, les droits humains des peuples. Donc, nous partons donc sur trois grands ouvrages. Le premier était les grandes décisions de la jurisprudence africaine des droits humains des peuples. Le second sur lequel nous travaillons déjà, c'est le traité africain des droits de l'homme et des peuples. Et le dernier sera sur le droit de l'Union africaine, institutions et procédures. Mais avant de s'intéresser sur ces deux questions, il est bon de parler de cet ouvrage qui connaît déjà une certaine visibilité. Et c'est important de continuer à en parler justement dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation du droit africain. Je voudrais ici qu'on aborde en fait, ou bien qu'on discute, qu'on poursuive nos échanges sur un certain nombre de thématiques, notamment les questions liées aux femmes, liées aux enfants, et les questions vraiment sur lesquelles le juge africain fait bouger les lignes actuellement. Et ça sera un peu l'objet de notre échange. Ce n'est pas l'occasion pour moi de te poser des questions, en fait, c'est qu'on continue à nourrir nos discussions pour justement voir ce qu'on retient pour les prochains ouvrages. Commençons par la question des violences et des discriminations, notamment les violences faites aux femmes et les discriminations à l'égard des femmes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vois le droit africain bouger sur ces questions? On a vu par exemple cette formidable affaire devant la CJCDAO qui protège en fait les femmes. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus et comment est-ce que tu vois l'avenir du droit africain en termes de protection des droits des femmes? Alors Frédéric, sur la question des violences et des discriminations faites aux femmes, tu l'as déjà si bien relevé. L'affaire Dorothy Dimanze contre Nigeria devant la Cour de justice de la CEDEAO nous apporte quelque chose. En fait, c'est une innovation en matière de discrimination et surtout d'interdiction de violences faites aux femmes. Dans cette célèbre affaire devant la CJCDAO, le juge sous-régional, n'est-ce pas, a posé des jalons en ce qui concerne la question des traitements humains faits aux femmes. Dans cette affaire, par exemple, le juge a énoncé un principe. Selon lui, lorsqu'on parle de prostitution, il faudrait à chaque fois que la prostituée et celui qui s'offre les services voilà, de la prostituée soit poursuivi. Ce qui n'était pas le cas dans cette affaire où seules les femmes étaient, en fait, 3 femmes qui avaient été vues dehors et elles avaient été interpellées bien évidemment par la police et cette même police avait affirmé sans avoir mené des enquêtes que ces femmes étaient des prostituées. Et dans cette affaire, donc, le juge de la CJCDAO a dit que voir 3 femmes marcher dans la nuit ne revient pas à faire ou à dire que, ou à affirmer que ces femmes sont des prostituées. Et il a ajouté que utiliser dans ces termes de prostituée ou de HAO qui en fait est le terme local, voilà, au Nigeria pour appeler les prostituées, oui, est une forme de traitement cruel, inhumain et dégradant à l'égard des femmes. Ça veut donc dire que là on va arriver à un véritable comment dire, on va essayer de faire évoluer les mentalités parce que même dans notre contexte, on considère toujours, lorsqu'on voit 4 femmes dans une boîte de nuit ensemble en train de boire un pot, on n'imagine jamais qu'elles sont sorties entre amis boire. On imagine que forcément ce sont des prostituées. Alors que lorsque on nous verrait avec 2 autres amis sur une même table, on estimerait que voilà des chefs d'entreprise qui sont là. Donc il faut faire vraiment bouger les mentalités en se disant que les femmes aussi ont la capacité en fait de s'affirmer et de sortir quand elles veulent, comme elles veulent, sans être taxées de prostituées. Donc c'est une avancée à ce sujet. Exactement, comme tu le dis si bien, je crois que c'est surtout sur cela que s'était basé le juge de la CJCDAO. Vouloir attaquer en fait la cause du problème, la cause des discriminations, la cause des violences, qui est en fait un problème de mentalité, un problème de stéréotypes de genre. Et, en fait, quand on voit les femmes dehors, dans la nuit, tard dans la nuit, ce sont des prostituées qui cherchent des clients. Mais lorsqu'on voit 2, 3 hommes, on ne se dirait pas directement que ceux-là sont des prostituées en fait. Ce sont 3 amis qui sont juste sortis prendre un verre. Voilà. Et puis il y a également quelque chose de très intéressant, c'est d'attaquer la prostitution également sur notre angle. C'est que
pour réprimer l'infraction de prostitution, il ne faut plus simplement s'attaquer à la prostituée, mais également à leurs clients, si on veut vraiment couper le problème à sa source. Je suis d'accord avec cela, et d'ailleurs, c'est aussi un problème, je vais dire, de certaines législations comme notre code pénal camerounais, qui, quand il définit la prostitution, ne prend en compte que la prostituée et ne prend pas le client qui s'offre les services de la prostituée. Donc ce serait vraiment une avancée aussi pour le juge national de prendre exemple sur cette décision pour pouvoir, même le législateur, pour pouvoir légiférer à nouveau pour essayer de transformer les lois. En fait, pour sortir de ce premier débat, l'idée en fait c'est de dire que ce n'est pas la prostituée qui fait la prostitution, c'est le client en fait qui fait la prostitution. Si, en fait, sans client, il n'y a pas de prostitution. Voilà, c'est important pour nous de pouvoir faire évoluer les mentalités sur ces questions. Et c'est également important, un autre sujet, c'est le sujet des enfants. Mais je voudrais, avant qu'on ne passe au sujet des enfants, revenir sur, en fait, on parlait des questions de la problématique liée aux femmes, les violences faites aux femmes. Vous allez aussi, du moins, les téléspectateurs qui s'offriront cet ouvrage verront également à l'intérieur deux autres problématiques très importantes, surtout dans notre contexte africain et camerounais, qui sont liées à l'accès à la terre. Effectivement, c'est un autre problème qui est très prégnant. Question de succession et question de veuvage. Voilà. Qu'il s'agisse de la femme, de la veuve, ou qu'il s'agisse de la fille qui doit succéder à son père. Ces questions sont abordées devant la Cour africaine et devant le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Bien entendu, ces deux institutions, judiciaires et quasi-judiciaires pour le comité, affirment que les filles ont droit à une part égale à l'héritage, tout comme les garçons. Et que la veuve, comme le rappelle le protocole de Maputo, la veuve également a droit à un héritage de la part de son mari. Ça veut dire que ni la femme ni les enfants ne font partie de l'héritage qui sera transféré vers le frère des Kouyous. Exactement, c'est donc comme un appel à éliminer ces pratiques de lévira et de sorora qui continuent à subsister dans certaines sociétés africaines. Et à engager une lutte un peu plus accrue contre les pratiques culturelles néfastes en fait. La fête aux filles, aux jeunes filles. Je pense que c'est un sujet qui est prégnant et qui, malgré qu'on soit déjà en 2021, continue d'avoir cours, pas simplement dans les campagnes, mais même en milieu urbain. Donc il est important de se saisir de ce type de préoccupation et qu'une législation appropriée et également que des pratiques nouvelles en fait se mettent en place pour lutter contre les violences faites aux femmes. Maintenant, sur cette question des enfants, je te pose cette question parce que je sais que tu es en train de travailler sur ta thèse qu'on espère découvrir très bientôt. Et tu essayes, depuis tes travaux de master, de travailler donc sur les droits de l'enfant. Aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois les droits de l'enfant dans la jurisprudence africaine? Est-ce qu'il y a des avancées? Et comment est-ce que ces avancées-là permettent de nourrir en fait ta thèse sur la question? Précisément pour moi, déjà, la protection des enfants, c'est plus que, je veux dire quoi, un combat scientifique, c'est un combat personnel. Voilà. Pour moi, parce que je considère les enfants comme la définition de l'enfant, enfance veut dire personne sans voix. Je les considère comme des personnes sans voix et qui donc auraient besoin de gens comme nous pour protéger leurs droits, pour promouvoir leurs droits, pour rappeler à la société que les enfants également ont des droits. Et ils ont même des droits qui sont parfois supérieurs aux autres catégories, qu'il s'agisse des femmes ou des hommes ou des personnes, du moins, des autres catégories. Alors, l'un des premiers problèmes qui est mentionné ici, c'est l'accès des enfants à l'état civil. L'accès des enfants à l'état civil est un déterminant en fait de la jouissance de tous leurs droits durant toute leur vie. Sans accès à l'état civil, l'enfant n'existe pas. Maintenant, au-delà de cette introduction sur la question, comment est-ce que tu peux nous en dire plus en fait? Est-ce qu'il y a de façon particulière, on connaît bien que tu as fait des formations là-dessus, que tu as dispensé des formations là-dessus, quels sont les droits qui ne se mettraient pas en place si l'état civil n'était pas facilement garanti à chaque enfant? Aujourd'hui, il est donc, comme tu l'as dit, indéniable que la question de l'accès civil pose de nombreux problèmes dans la majorité des pays africains. Alors,
La violation ou du moins le délit de nationalité, d'un certificat de nationalité, engendre beaucoup de violations de droits de l'homme. Je vais prendre des cas simples successivement. Il faut rappeler que cet accès à la nationalité commence par la délivrance d'un acte de naissance. Bien entendu, la délivrance d'un acte de naissance. Voilà. Alors, on le sait très bien déjà, pour faire la carte d'identité, nous avons besoin de l'acte de naissance. Et le déni donc déjà en fait, ce qui entraîne que le déni d'acte de naissance fait un déni de carte nationale d'identité, ce qui en fait limite les allées, ou du moins la liberté d'aller et de venir des uns et des autres. Mais particulièrement pour les enfants, je crois que je dirais quelque chose à vous renchérir parce que vous avez beaucoup travaillé sur les programmes de l'OMS en ce qui concerne le droit à la santé. Voilà. L'âge est un déterminant dans beaucoup de programmes de vaccination et d'autres programmes. Et lorsque l'enfant n'a pas d'acte de naissance, il ne parvient pas à bénéficier de ces programmes, ces politiques publiques mises en place ou mises sur pied par l'État. Donc, le déni d'acte de naissance, dans ce cas-là, s'apparente à une violation du droit à la santé de l'enfant. On va prendre un autre cas qui est probablement le cas le plus saillant, le plus important, parce que le droit à l'éducation pour l'enfant est comme un droit magique. C'est le droit qui fonde en fait toute sa personnalité. C'est lui qui lui servira demain à servir la nation, à nourrir sa famille, et à s'épanouir lui-même. Voilà. Et aujourd'hui, on le sait, beaucoup d'enfants, certes, vont en classe primaire, en école primaire, sans acte de naissance. Mais au moment où il faut faire les examens nationaux, le problème de l'acte de naissance commence à se poser. Les enfants ne parviennent pas à passer les examens nationaux. Et généralement, pour certains, les classes s'arrêtent là. C'est-à-dire au niveau de la scolarité obligatoire, comme le dit le comité des droits économiques, sociaux et culturels. Et il faut rappeler que beaucoup ont tendance à faire prévaloir le droit national en fait sur les questions de nationalité. Il faut juste rappeler que le droit international est clair. Il y a un mouvement international de lutte contre la l'apatridie et de lutte contre les risques de la l'apatridie qui oblige en fait l'État sur lequel un enfant est né et dont il n'est pas connu, en fait, dont la nationalité de ses parents n'est pas prouvée, à accorder un acte de naissance à cet enfant-là, dans l'optique justement de ne pas le laisser en risque d'apatridie et de lui permettre d'accéder à une nationalité qui garantira la jouissance effective de l'ensemble de ses droits plus tard. Ce principe est, j'ai envie de dire, relevé, fortement relevé dans la décision du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, dans la célèbre affaire comme on le dit, des enfants d'ascendance nubienne. Effectivement. Voilà, on ne reviendra pas sur l'histoire du peuple nubien ici au Kenya, mais dans cette affaire, le comité, comme tu le disais tantôt, a énoncé un principe. Les questions de ius solis ou ius sanguinis, voilà, ne sont pas importantes. Ici, il est question de protéger l'enfant et surtout de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant qui, pour eux, d'ailleurs pour beaucoup comme pour moi, se situe au-dessus de l'intérêt de l'État. Ça veut dire que l'enfant se situe au-dessus de l'État. Et parce que les États ont donc ratifié les conventions internationales, ils se doivent de les respecter. Et dans le cas des conventions contre l'apatridie ou des conventions générales qui évoquent les questions d'apatridie, le droit est clair. Aucun enfant ne doit être en situation d'apatridie. Tous les États sont tenus d'offrir une nationalité à tous les enfants sur leur territoire. Effectivement, et je crois qu'il faut... il y a une autre règle en fait qui démontre en fait toute l'importance de protéger de façon particulière l'enfant, notamment cette non-nécessité de l'épuisement des voies de recours internes. On le sait très bien, le contentieux international ne se met en place que lorsque les voies de recours internes ont été épuisées. Mais dans le cadre des enfants, justement, il y a la CJCDAO qui est très évoluée sur cette question, qui lève le verrou, bien qu'il lève ce passage obligatoire de l'épuisement des voies de recours internes dans le cas des enfants.
Voilà, comment est-ce que ça se justifie de façon particulière? Alors, de façon particulière, ce principe que vous venez d'évoquer part justement de cette affaire et elle a été reprise par beaucoup d'affaires devant le comité africain, devant le même comité. Alors, qu'est-ce que le comité fait dans cette affaire? Le comité essaie de rappeler aux États que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour un enfant que pour un adulte. Et les questions de l'enfance sont des questions urgentes, prégnantes. D'ailleurs, si vous lisez beaucoup de conventions relatives aux enfants, que ce soit la Charte africaine, les droits et du bien-être de l'enfant, ou la convention relative aux droits de l'enfant, il a un principe clair, celui de la célérité. Toutes les affaires concernant les enfants doivent être traitées de manière urgente. Alors, le comité se base sur tous ces principes, sur toutes ces règles-là, pour dire dans cette affaire que lorsque vous analysez la règle de l'épuisement de voie de recours interne, sachez que pour un enfant, vous ne pouvez pas l'analyser comme s'il s'agissait d'un adulte. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Ici, vous devez prendre en considération le problème de l'enfant. Et en plus de cela, vous devez prendre en considération le problème de l'enfant et ensuite le degré d'urgence. Effectivement. Voilà. Et c'est pour ça que dans cette affaire, le comité affirme donc que l'épuisement de voie de recours, ou du moins la règle de l'épuisement de voie de recours interne, trouve donc une exception à chaque fois qu'il est question de l'intérêt supérieur de l'enfant. En clair, lorsque des personnes ou des ONG saisissent les mécanismes africains dans des cas concernant l'enfant, ils ne devraient pas au préalable avoir épuisé les voies de recours internes. Je n'ai pas envie de dire que c'est ce que le comité dit. Parce que j'ai bien envie de dire, parce que c'est ce que j'essaye de démontrer dans ma thèse. C'est que le comité aurait pu aller loin, plus loin que cela. Le comité se limite à faire une analyse du délai raisonnable par rapport aux questions urgentes ou alors par rapport à la précarité de l'enfance qui ne dure que 18 ans. Pourtant, le comité aurait pu faire justement de la règle ou du moins de l'enfance une exception stricte à la règle de l'épuisement de voie de recours interne. Ou alors, ou comme tu l'as rappelé tout à l'heure justement, rappeler que, par exemple, dans le système sous-régional ouest-africain, dans la Cour de justice de la CEDEAO, la règle de l'épuisement de voie de recours interne ne s'applique même pas. Okay. Et le contentieux des droits de l'homme devant cette cour n'en est pas moins intéressant. On a parlé de l'affaire Joma Djimanze tout à l'heure, et il y a beaucoup d'autres affaires qui ont abordé des questions. Il y a même l'affaire Serap, la célèbre affaire Serap, qui aborde la question d'un environnement sain. Voilà. Et j'ai envie d'ajouter que cela se justifie sur un simple fait. Aujourd'hui, le comité africain d'experts et le comité des droits de l'enfant, dans le comité international, le comité de l'ONU, invitent les États à mettre sur pied une justice adaptée aux enfants. C'est-à-dire qu'une justice dont les règles ne seraient pas celles qui sont appliquées aux adultes. Et dans ma thèse, j'essaie donc de démontrer à ces deux juridictions ou à ces deux institutions quasi-judiciaires que il ne suffit pas d'inviter les États à avoir une justice, à avoir des procédures spéciales. Elles-mêmes devraient pouvoir adopter des procédures spéciales, justement, pour les enfants, qui ne seraient donc pas cette justice internationale que tout le monde connaît avec les mêmes règles d'épuisement de voie de recours interne et autres. Donc, on peut, dans ce cas, éliminer la règle, à défaut de faire, ou du moins, à défaut d'éliminer la règle, faire de l'enfance une exception à cette règle. Voilà. Je voudrais justement qu'on continue un peu pour montrer en fait pourquoi est-ce que cet ouvrage est important, notamment sur les questions des droits des femmes. C'est que on se rend bien compte que les femmes et les enfants restent des couches en fait vulnérables en Afrique, que ce soit par l'absence ou l'inadéquation de la législation
ou par un certain nombre de pratiques culturelles qui leur sont extrêmement néfastes. Et il est important justement de toucher ce genre de questions. Je voudrais qu'on sorte un peu de tout cela en abordant une question qui est fondamentale. Devant le comité africain, enfin, devant les juridictions africaines, il est clair que la protection des droits de l'homme n'est pas laissée en fait au choix des États. Les États, les juridictions africaines le rappellent bien au regard de l'article 1er de la Charte. Les États ont une obligation des résultats dans la mise en œuvre et la garantie des droits de l'homme et non pas simplement une obligation de moyens. Parce que l'article 1er demande aux États de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits protégés, mais les États souvent se contentent à dire on a adopté tel et tel et tel nombre de règles ou de lois, mais les mécanismes le rappellent à suffisance. C'est une obligation de résultat. Au-delà des mesures nationales adoptées, il faut atteindre des résultats. Oui, cette obligation de résultat retrouvée à l'article 1er de la Charte africaine, on va retrouver son développement dans la célèbre affaire Bianque, justement Geneviève contre le Cameroun, où il était question d'une violation du droit à la propriété foncière de Madame Bianque. La commission est claire sur cette obligation. L'obligation des États est bien plus qu'une obligation de moyens. C'est une obligation de résultat. Ce qui veut dire que dans le cas précis, par exemple de la propriété foncière, l'État est tenu de garantir le droit de propriété de chaque individu et de n'admettre que les limitations fixées par le droit international. Notamment l'utilité publique. L'utilité publique, le respect des droits d'autrui, la santé publique, la morale publique. Donc c'est important de rappeler que cet ouvrage que nous avons publié, qui est le premier, donc comme je le disais, d'une longue série, et qui eux-mêmes en fait ne sont que les premières éditions, il y aura d'autres éditions, c'est un ouvrage qui est fondamental pour tous les chercheurs, parce que c'est au regard de cette jurisprudence que tu as tiré justement le sujet de ta thèse. Et il est important que d'autres chercheurs s'intéressent au droit africain, parce que c'est des niches en fait de sujets de thèse innovants et originaux. Cet ouvrage, les grandes décisions de la jurisprudence africaine droits de l'homme, est un ouvrage très très intéressant, très riche en jurisprudence, dans la mesure où il condense toutes les décisions jusqu'ici rendues par toutes les juridictions africaines et qui montre donc l'évolution du droit international, ou du moins l'évolution du droit africain des droits de l'homme. Tu l'as si bien dit, il regorge de questions importantes. On a relevé la question des enfants, la problématique des discriminations et des violences, mais on peut également parler de la question de la peine de mort, qui est un point très important développé par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, au-delà de ça, il y a aussi des questions liées à l'amnistie, il y a des questions liées également au droit de propriété des populations autochtones. Il y a tellement de questions sur lesquelles le droit africain est très innovant. Il y a la question de l'action populaire ici également. Je pense que les téléspectateurs de Wafrika TV ont bien compris l'importance de cet ouvrage et nous les invitons à acquérir cet ouvrage au centre de recherche a priori, aux éditions Bepo, sur Amazon et sur de nombreuses plateformes de distribution en ligne. Wafrika TV vous remercie et à très bientôt pour de nouvelles émissions.